n'a pas eu ce matin, ni hier, ni dans le week-end, le décret qu'on attendait. Je vous explique la situation. L'activité partielle, on va dire spécifique, enfin de l'activité partielle telle qu'elle avait été aménagée dans le cadre du Covid, avec des conditions d'indemnisation du salarié et des allocations de l'entreprise, a vocation à être dégradée d'une certaine manière, parce que ça coûte très cher à l'État. Cette dégradation était planifiée pour le 30 septembre. La date est arrivée un peu trop vite, ce ne sera pas finalement le 30 septembre, cette date va être décalée d'après ce qu'on comprend au 31 octobre, mais c'est une annonce et ça n'a pas été confirmé par le décret qu'on attend. Et ce dispositif, donc, ça aussi c'est une annonce, va donner lieu à une activité partielle de droit commun qui sera moins bien indemnisée que ce que nous connaissions, puisque l'indemnisation du salarié va chuter d'après le projet de décret que certains ont pu se procurer à 60% au lieu de 70%. Avec un plafond à 4,5 fois le SMIC. Et en parallèle, l'allocation de l'employeur, toujours dans cette activité partielle qu'on peut appeler droit commun, hein, mais cette activité partielle de base, eh bien, va être réduite très largement à 36% de la rémunération brute de référence, alors que c'était 70% jusqu'à présent. Donc, on a quand même une baisse très significative du montant de l'allocation de l'entreprise. Avec ce plafond, encore une fois, de 4,5 fois le SMIC. Le plancher de l'allocation, il était à 8,03, il va donc descendre à 7,23 € de l'heure. Ça, c'est pour inciter les entreprises à faire quelque chose et à basculer, pourquoi pas, dans le nouveau système. Le nouveau système, c'est ce qu'on a appelé l'ARM avant l'été. Là, maintenant, on l'appelle l'APLD. Alors, ça a encore changé de nom dans le décret. Bref, ce nouveau système qu'on peut appeler l'APLD, l'activité partielle de longue durée, pour faire simple, il est posé par une loi qui est la loi du 17 juin 2020 qui a donné des grandes lignes et qui a laissé à un décret le soin d'organiser le mécanisme. Ce décret, on l'a eu le 28 juillet. C'est un décret, je le dis d'autant plus facilement que la directe n'est pas là, mais je vous avoue que je le dirais aussi facilement si la directe était là, qui a été écrit avec les pieds. Quand j'ai écrit avec les pieds, c'est que ce décret comporte des erreurs, des manques, des problèmes d'interprétation. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est tellement vrai que le gouvernement travaille à un décret rectificatif. Le problème, c'est que ce décret rectificatif, nous ne l'avons pas. J'espérais vraiment que pour aujourd'hui, nous aurions le fameux texte que je pourrais brandir comme la dernière nouveauté. Je ne l'ai pas. Mais on peut supposer, voilà, quel sera son contenu, parce qu'encore une fois, certains se sont procurés un projet, mais le projet ne sera peut-être pas validé à 100%, puisque si ça avait été le cas, il aurait été adopté plus vite. C'est un projet qui est soumis à la concertation des organisations syndicales et donc il y a des discussions parce que certaines organisations syndicales sont radicalement contre. En gros, la physionomie de ce dispositif, elle est basée sur le dialogue social. Il faut soit un accord de branche, et c'est le cas effectivement des bureaux d'études techniques qui a adopté un accord de branche étendu. Dans ce cas, les entreprises peuvent faire une application unilatérale, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin de signer avec des syndicats dans l'entreprise. Elles dupliquent du coup le dispositif de la branche, mais elles sont du coup encadrées et elles ne peuvent pas faire moins, bien sûr, que ce que prévoit, ni spécialement plus d'ailleurs, encore que, mais en tout cas, elles sont encadrées par le dispositif de la branche. Ça, c'est la première solution pour les entreprises qui ne souhaitent pas négocier en interne et à qui le dispositif de branche convient. Le deuxième système, c'est de signer un accord dans l'entreprise qui va être encadré par le fameux décret et le futur nouveau décret. Et que ce soit le document unilatéral, l'accord de branche ou l'accord d'entreprise, il y a des mentions obligatoires.
Le système, il est ouvert, ça répond à la question qui a été posée sur les motifs, pour les entreprises qui sont confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre la pérennité. Alors, ce n'est pas forcément très heureux comme formulation parce que ça ne se rapporte à aucune notion juridique connue en droit du travail, mais on parle bien ici d'une réduction d'activité durable. Qu'est-ce que c'est une réduction d'activité durable? Je pense que ça fait référence à la charge d'activité, à des commandes. Tout à l'heure, vous me disiez, on a une charge d'activité élevée, mais un chiffre d'affaires qui est en chute. Bon, je pense qu'à un moment donné, peut-être cette solution sera, enfin, vous pourrez quand même aller dans le dispositif, mais il faudra présenter vraiment l'argumentaire économique de manière à vous raccrocher à la notion de réduction d'activité durable. Pourquoi est-ce qu'il faut présenter un argumentaire? C'est que dans votre accord d'entreprise ou dans le document unilatéral que vous mettrez en place si vous choisissez l'activité partielle de longue durée, vous allez devoir exposer votre situation économique pour que la directe qui va valider votre accord et qui peut donc s'opposer à ce que vous fassiez de l'activité partielle de longue durée, elle va valider en regardant si vous rentrez dans les conditions. Donc, si elle estime que votre réduction d'activité n'est pas assez caractérisée, eh bien, vous aurez un refus. Bon, je crois que les directs ont reçu comme consigne, et c'est ce qu'elles m'ont confirmé, puisque je me suis rapprochée d'elles pour avoir des précisions. Elles ont comme consigne d'être plutôt souples, entre guillemets. Donc, si on a cet argumentaire qui est correct, on va être autorisé à faire de l'activité partielle de longue durée. Cette activité partielle de longue durée, donc l'accord peut aller jusqu'à 2 ans, mais on a une sorte de distorsion entre cette durée maximale et l'autorisation de l'administration, puisque cette autorisation n'est donnée que pour 6 mois. Donc, si vous choisissez un accord ou un document unilatéral qui va porter sur les 2 ans, sachez que sur ces 2 ans, vous avez la possibilité que la directe ne vous suive pas sur la totalité des 2 ans. Ce n'est pas un acquis. Pour répondre à la question de Christophe de tout à l'heure, à titre préventif, ça n'est pas aujourd'hui une possibilité donnée par la loi. Peut-être que le futur décret le prévoira, mais ce n'est pas ce qui est prévu, puisque la loi du 17 juin nous dit bien réduction d'activité durable. Et des entreprises qui sont confrontées, non pas qui craignent une réduction d'activité. Donc, sur le dispositif en prévention, aujourd'hui, réponse négative. La directe va faire la vérification. Alors, elle peut vous accompagner aussi parce qu'ils sont assez ouverts pour faire de la pédagogie sur le dispositif. Alors, je vous mets à l'aise, ils n'ont pas plus d'informations que nous. Ils lisent la même presse que nous. Ils tirent leurs informations des mêmes sources que nous. Il n'y a pas de off et de in. La directe, elle a les mêmes informations que ceux qui s'intéressent au sujet dans le public. Et donc, elle va vérifier que votre système comporte toutes les mentions obligatoires posées par le décret, avec notamment l'engagement en matière d'emploi, que vous êtes bien dans les limites de temps, 24 mois maxi sur 36 mois, que vous prenez donc bien compte de ces durées et de l'obligation de solliciter l'autorisation tous les 6 mois. Vous devez également informer le comité social et économique et même le consulter sur le dispositif et joindre l'avis du CSE à votre demande d'autorisation et à votre accord. Le CSE devra être informé tous les 3 mois, la directe tous les 6 mois, donc au moment de la demande de renouvellement de l'autorisation. Pour en venir au sujet le plus crucial, c'est les engagements qui sont demandés à l'entreprise. Ils sont de 2 ordres. Il y a un engagement en matière d'emploi. Alors, il n'est pas très détaillé dans le décret. C'est un peu dommage parce que du coup, on doit faire preuve d'imagination. Et un engagement en matière de formation. Alors, en matière d'emploi, ça signifie que l'entreprise s'engage à ne pas licencier pour un motif économique. Cela signifie en creux
que l'entreprise a le droit de licencier pour un motif non économique ou a le droit de procéder à des ruptures conventionnelles. Quel est le périmètre? Ce que le décret nous dit, c'est que si l'accord ou le document unilatéral ne prévoit rien, ce périmètre, c'est entreprise entière. Si l'entreprise le souhaite, elle peut, et si elle a pu avoir la signature de ses interlocuteurs salariés, elle peut réduire le périmètre des engagements en matière d'emploi. Donc, vous pouvez très bien à la fois réduire le périmètre de l'activité partielle de longue durée, en disant dans l'entreprise, il y a certaines activités que je réduis, d'autres non. Et vous pouvez aussi dire, je maintiens l'emploi, je m'engage à maintenir l'emploi pendant la durée du dispositif sur certaines activités et d'autres non. Et si vous ne le prévoyez pas, par défaut, ce sera toute l'entreprise qui sera concernée. Cet engagement se fait au minimum sur la durée du dispositif, ce qui repose la question de l'articulation entre la durée de l'accord et l'autorisation de 6 mois. Moi, j'y ai réfléchi. Je vous avoue que cette distorsion entre 24 mois et 6 mois, ça me gêne. L'option que j'ai prise chez les entreprises, pour les entreprises que j'ai accompagnées sur des accords, c'est de dire on va partir sur un accord de 6 mois. Et comme ça, si jamais pour la deuxième partie de 6 mois, on n'a pas notre validation, on ne va jamais pouvoir nous dire que notre engagement de maintien d'emploi continue à courir, quoi. J'avais peur de ce risque-là. Néanmoins, il est bien clair que l'engagement à maintenir l'emploi, il est bien la contrepartie de cette activité partielle de longue durée. Il se peut que les syndicats tentent de négocier un engagement de maintien d'emploi plus long que la durée du dispositif. Donc, vous avez un dispositif que vous prévoyez pour 1 an. À minima, vous devez prendre l'engagement de ne pas faire de licenciement économique sur le secteur que vous avez visé pendant 1 an. Mais les syndicats peuvent dire non, nous on veut, vu les efforts que consentent les salariés, on veut que ce soit 18 mois par exemple. Et dans ce cas, vous serez contraint de maintenir l'emploi pendant 18 mois. Si vous avez réduit le périmètre du maintien dans l'emploi, vous pouvez faire des licenciements économiques sur les parties sur les activités, les parties de l'entreprise non concernées par votre engagement, si vous avez un motif économique. Si vous avez dû réaliser des licenciements économiques sur des parties de l'entreprise où vous aviez pris l'engagement, la sanction, c'est le remboursement à l'État. Bon, j'ajoute qu'il y a peut-être une autre sanction, pour l'instant, on ne sait pas vraiment l'appréhender, mais moi, je serai le salarié, je dirais, vous avez pris un engagement, vous me licenciez économique, moi, je vais au prud'homme. Et je conteste le bien fondé du motif économique. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais c'est clair que le premier sujet, c'est le remboursement, et ça s'apprécie par rupture, par salarié. La réduction du temps de travail pour les salariés est limitée. Contrairement à ce qu'on avait précédemment, on pouvait aller jusqu'à 0, selon ce qu'on avait demandé. On demandait un volume d'heures, mais on pouvait demander 100%. Là, désormais, c'est 40% au maximum. Ça veut dire qu'à l'intérieur, vous pouvez évidemment réduire un peu moins, hein, mais vous avez ce plafond de 40%. Bon, l'accord va mentionner également les modalités de rémunération, hein, c'est-à-dire l'indemnité versée aux salariés. Là aussi, on peut négocier plus que ce que prévoit la loi. Hein, on peut faire toujours plus favorable. Le cas échéant, l'accord de branche peut prévoir aussi un maintien de rémunération, c'est-à-dire que l'entreprise absorbe la différence entre l'allocation de l'État et le salaire du salarié. Dans le décret qu'on attend, on devra avoir des précisions sur qu'est-ce qui rentre dans l'assiette, les heures supplémentaires, les variables, etc. Donc ça, normalement, on devrait aussi l'avoir dans le décret. L'engagement en termes de formation, je ne vous en ai pas encore parlé, c'est un élément qui est très important. Et d'après ce que me dit la directe, ils admettent totalement que soient favorisés les dispositifs de convention FNE, c'est-à-dire que l'entreprise s'engage à faire de la formation et peut se faire financer par le FNE pendant la durée du dispositif.
Donc ça, c'est un système qui est assez avantageux et qui permet justement de se servir de ces périodes de réduction d'activité pour former le personnel. Voilà, je suis presque au bout. Il y a aussi des clauses qui sont aujourd'hui facultatives, mais qui sont possibles. En tout cas, elles sont prévues par le décret. Ce sont des bonnes idées qui sont données aux organisations de salariés pour négocier. C'est ce qui a été fait chez Syntec d'ailleurs. Les efforts demandés aux dirigeants. Hein, les dirigeants peuvent également consentir des efforts parallèlement aux efforts qu'ils demandent aux salariés. Et d'après mon expérience, les entreprises qui veulent mettre en place la PLD, les salariés qui sont un petit peu pointus sur les comptes, ils vont demander des efforts aux dirigeants en disant qu'est-ce que c'est ça, ce poste de rémunération, les loyers, etc. Et également la question des congés aussi, comment favoriser la prise des congés par les salariés pendant cette durée-là, dans cette période-là, pour éviter qu'ils ne souffrent d'une baisse de salaire. Voilà. Je crois que j'ai fait à peu près le tour du système. Peut-être que je peux laisser la parole à Valérie Rouleau pour qu'elle complète sur la partie Syntec. J'ai été déjà très longue, mais bon, désolée. Non, mais c'était nécessaire de bien poser le cadre, je pense. Tout à fait. Oui, alors moi, je vais compléter les propos de Maître Auger par une présentation très rapide des points marquants de notre accord, puisqu'effectivement, nous avons eu la bonne surprise, parce que ce n'était pas du tout évident au départ, de pouvoir négocier et surtout signer un accord APLD. Les négociations ont abouti en fait début septembre. Et donc, l'autre étonnement aussi, c'est que l'accord a été signé par 4 organisations syndicales sur 5, ce qui est assez rare dans notre branche. Et pour votre information, il faut savoir que en fait, l'organisation syndicale qui a été extrêmement moteur, c'était la CGT, qui avait constitué une plateforme de revendication commune avec la CFDT. Mais la CFDT n'était pas tellement motrice, c'était surtout la CGT qui a mené et qui a porté haut ses revendications. Voilà, alors en quelques mots, les points essentiels de notre accord de branche. Évidemment, comme le disait tout à l'heure notre avocate, c'est que notre accord, il va évidemment être un peu plus favorable que la loi, sinon on ne serait pas parvenu à un accord. Donc, dans les contreparties qui ont été accordées, il y a effectivement une indemnisation du salarié placé en activité partielle de longue durée qui est plus favorable que l'indemnisation légale. Pour la faire simple, en fait, on a repris, en le modifiant très légèrement en raison de la négociation, le tableau, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais nous avons également dans la branche, nous avions signé un accord en 2013 sur l'activité partielle classique, et cet accord prévoyait déjà en fait une rémunération, une indemnisation en fait du salarié qui était plus favorable que l'indemnisation légale. Là, on a repris ce tableau qui en fait prévoit un taux de maintien de la rémunération qui varie en fonction du niveau de la rémunération initiale du salarié, et donc qui prévoyait trois seuils, entre guillemets, de rémunération. Là, ce qui a changé, en fait, c'est le premier seuil. Dans l'ancien accord, il était fixé aux rémunérations qui étaient inférieures à 2 000 €. Là, le premier seuil est fixé aux rémunérations qui sont inférieures à 2 100 €. Pourquoi cette modification? C'est parce qu'en fait, nous avons, depuis maintenant presque un an, signé un accord sur les minima conventionnels, accord qui n'est toujours pas étendu, donc toujours pas applicable, mais enfin, on espère qu'il le sera un jour. Et ces minima conventionnels prévoient que le premier niveau de rémunération, c'est 2 100 €. Donc, c'était bien pour le mettre comment dirais-je, de façon homogène par rapport à ce tableau. Donc, pour ces rémunérations qui sont inférieures à 2 100 €, il est prévu en fait une indemnisation garantie à hauteur de 98% de la rémunération horaire brute. Ce qui veut dire en gros qu'en fait, on maintient 100% du salaire, puisque vous savez que l'indemnisation garantie n'est pas assujettie à cotisation sociale. Donc, globalement, le salarié, ça va lui faire un maintien de salaire. Le deuxième niveau de rémunération, il est fixé entre 2 100 € et le plafond de la sécurité sociale.
comme notre ancien accord et il maintient le taux de notre ancien accord, c'est-à-dire pour ces rémunérations-là, il prévoit 80% de l'indemnisation garantie. Et pour les rémunérations qui sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale, eh bien, l'indemnisation garantie est de 75%. Voilà, donc ça, globalement, c'est déjà l'effort consenti par les entreprises de la branche en matière de maintien de la rémunération. La deuxième spécificité de cet accord, c'est qu'effectivement, il prévoit que le périmètre des obligations qui seront prises par l'entreprise, le périmètre, c'est l'établissement de mise en œuvre de l'APLD. C'est-à-dire que, sauf si évidemment l'entreprise prévoyait un autre périmètre dans le cadre de son accord d'entreprise, mais si elle appliquait notre accord de branche tel qu'il est écrit aujourd'hui, eh bien le périmètre de son application, c'est bien l'établissement qui recourt à la PLD. Donc si vous avez par exemple une entreprise qui a plusieurs établissements et que parmi ces établissements, un seul recourt à la PLD, eh bien les obligations évidemment ne s'appliqueraient que sur cet établissement-là, en matière d'obligations, notamment de maintien dans l'emploi. La particularité en termes d'obligations, justement, en termes d'obligations de maintien dans l'emploi, c'est qu'il est prévu que sur le périmètre, c'est-à-dire l'établissement, eh bien, un établissement qui mettrait en œuvre l'APLD se verrait interdire toute mise en œuvre d'un PSE pendant le recours au dispositif d'APLD. Voilà, ça c'était l'enjeu fortement négocié par la CGT d'interdiction du PSE. On a bien précisé qu'en fait, l'interdiction de PSE laissait la possibilité de faire, par exemple, des ruptures conventionnelles collectives, des accords de performance collective, que ça n'avait rien à voir et donc on pouvait quand même, moduler un peu cette obligation de maintien dans l'emploi. Et puis, effectivement, une autre particularité qui a été évoquée et qui se trouve dans notre accord, c'est qu'effectivement, il est demandé, il est imposé, entre guillemets, une modération salariale de la part des dirigeants. Alors, vous verrez, je vais vous lire les trois lignes. Il y a quelques trous dans la raquette quand même, mais ça aussi, la CGT était très friande de ces dispositions, puisqu'il est prévu qu'aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux. Donc, pendant évidemment toute la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle. Donc, vous voyez, il y a quand même des conditions. Ça s'applique uniquement aux rémunérations fixes. Ça s'applique à des salariés qui sont mandataires. Donc, ça ne s'applique pas aux mandataires uniquement. Et on a listé, entre guillemets, le public visé. Donc, puisqu'on complète en disant que cette stipulation s'implique aux salariés gérants et co-gérants des SARL, présidents et associés des SAS et des salariés qui figurent sur la liste des dirigeants des entreprises cotées indiquées dans les rapports qu'elles ont l'obligation de publier. Alors là, c'était un peu plus flou déjà. Voilà, en gros, les spécificités, entre guillemets, de notre accord, avec encore deux petites choses complémentaires. L'obligation de prévenir les salariés qui vont être placés en activité partielle. Notre accord prévoit qu'il y a un délai de prévenance minimum de 3 jours, ce qui n'est pas le cas dans la loi. Et également l'obligation finalement de maintenir informés les représentants du personnel. La loi prévoit une obligation d'information tous les 3 mois. Nous prévoyons une obligation d'information tous les 2 mois. Voilà. Et la dernière chose, c'est que cet accord avait pour objectif normalement d'être signé au courant de l'été, donc on a pris un petit peu de retard. Et il est complété dans son annexe par une trame qui est une sorte de modèle, entre guillemets, de document unilatéral qu'il conviendra évidemment aux entreprises qui le souhaitent de compléter, mais disons qu'il y a un énorme travail déjà rédactionnel qui est fait, puisqu'il y a beaucoup de parties qui sont déjà rédigées. Voilà dans les grandes lignes la présentation de notre accord.
Merci beaucoup, Valérie. C'est vrai qu'on voit dans le parti pris qui a été choisi chez Syntec une option radicalement différente de celle de la métallurgie, puisque la métallurgie a donné une sorte de... Stéphanie? Ah. On n'entend plus. Oui, je pense qu'elle doit avoir un petit souci de connexion parce qu'elle est bloquée. Donc, dès qu'elle revient, on reprendra la discussion. Donc, juste vous dire maintenant les prochaines étapes, c'est que l'accord, comme le disait Maître G, c'est que l'accord, il doit maintenant être étendu. Donc, c'est un processus qui prend en général 4 à 6 semaines. Ensuite, il doit être complété par une décision unilatérale. Donc, effectivement, l'accord propose une trame. Mais cette décision unilatérale, ensuite, doit faire l'objet d'une information-consultation de vos instances représentatives du personnel. Donc, il y a quand même un délai de 1 mois. Et ensuite, il y a un dépôt de ce document unilatéral avec l'avis des IRP auprès du direct. Et le direct a 3 semaines pour pouvoir vous dire si elle accepte ou pas votre recours à la PLD. Ce qui veut dire quand même que beaucoup d'entreprises pensaient pouvoir utiliser la PLD tout de suite, dans les jours qui venaient ou les quelques semaines. En fait, je pense que pour que tout ce processus aboutisse, vous ne pourrez utiliser véritablement la PLD si vous vous appuyez sur l'accord de branche qu'à la fin de l'année. Du coup, voilà. Donc, tu peux nous redire les délais que je les note dans le compte rendu? Oui, bien sûr. Alors, en fait, il faut d'abord que notre accord de branche soit étendu. Et l'extension, voilà, il est signé, il a été déposé auprès de l'administration, mais il faut maintenant que l'administration publie un décret au journal officiel, un arrêté d'extension, et cette publication demande un certain délai, même si on va bénéficier d'un processus accéléré, c'est entre 4 et 6 semaines. Voilà, donc déjà il y a ça. Ensuite, il faut que cet accord de branche étendue soit complété par la décision unilatérale dont on vous parlait tout à l'heure. Cette décision unilatérale, même si c'est l'employeur, effectivement, qui va organiser, qui va rédiger, il faut quand même faire une information-consultation de vos IRP si vous en avez. Or, le délai d'information-consultation, alors ça dépend mais en général, c'est 1 mois de délai. Et une fois que vous avez donc votre document unilatéral, l'avis rendu par vos IRP, vous allez pouvoir déposer votre dossier auprès du direct. Celle-ci va examiner le contenu de votre document unilatéral pour vérifier qu'il est bien en adéquation avec notre accord de branche. Donc, moi, je vous conseille d'envoyer également l'accord de branche en support. Et donc, là, l'administration a 3 semaines pour vous dire si elle accepte ou pas votre entrée en APLD. Si vous n'avez pas de réponse dans ce délai-là, c'est considéré de la part de l'administration comme une acceptation. D'accord. Donc, et ce que tu disais, c'est que du coup, pour toi, il n'y a pas de mise en œuvre possible avant fin d'année, quoi. Moi, je pense que oui, au plus tôt, ça sera fin novembre, début décembre, si vraiment tout se passe bien, quoi. D'accord. Stéphanie est revenue. Donc, Stéphanie, tu nous parlais de la métallurgie. Ah, on n'a plus ton micro. Attends, je te l'active. Il était désactivé. Hop. Voilà, ça y est. Oui, j'ai une coupure, excusez-moi. Oui, je faisais le parallèle avec la métallurgie où l'accord était vraiment un canevas sans véritable contenu, en laissant vraiment aux entreprises le soin de remplir. C'est vrai qu'on voit que Syntec a parfaitement assumé côté patronal et salarial la partition que le gouvernement lui a donnée. Si les entreprises font le choix de passer en interne avec des accords internes, c'est vrai que le process peut aller un peu plus vite, puisque du coup, on n'a pas besoin d'attendre l'extension de l'accord de branche, on peut conclure son propre accord avec des dispositions différentes, évidemment. Vous pouvez déroger à l'accord de branche, puisque ça fait partie du bloc 3, donc l'accord d'entreprise sera sur ces points-là prioritaire, puisque la branche n'a pas réservé ce sujet. Et le délai de validation de la directe, il est seulement de 15 jours et pas de 21 jours, comme pour l'homologation du document unilatéral. J'ai vu la question sur la rétroactivité. Il n'y a pas véritablement de rétroactivité, mais on peut décider que l'APLD va commencer le premier jour du mois au cours duquel on va adopter l'accord. Hein. Donc, on reste sur le même mois, mais on ne peut pas décider que ça commencera à s'appliquer sur le mois d'avant.
J'en profite, j'ai vu des questions tout à l'heure. Peut-être on peut commencer à répondre, Amélie, aux différentes questions. Moi, j'avais sur juste le besoin chat. d'une toute petite précision. Si jamais une entreprise, pour aller plus vite, décide de faire un accord Mm. d'entreprise, avec consultation des IRP, etc., aujourd'hui, tant que l'accord syndical n'est pas étendu, et que son accord est plus favorable que la loi, mais moins favorable que l'accord, est-ce que le jour où l'accord est étendu, l'entreprise est obligée de revoir son accord d'entreprise? Non. D'accord. Donc, comment dire, il sera plus fort que l'accord de branche. Oui. D'accord. Vous pouvez prévoir dans un accord d'entreprise, mais il faut le signer, hein. C'est vrai que ça fait partie des sujets que je regrette un peu dans ce décret de juillet, c'est qu'il a l'air de penser qu'on peut signer qu'avec des délégués syndicaux. Or, la loi a donné la possibilité de signer avec un CSE, par exemple. Normalement, la directe m'a dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez signer, y compris avec un CSE à la majorité des suffrages, etc., avec les modalités de signature dérogatoire qu'on a habituellement. Mais l'accord d'entreprise, dans ce cas, il est prioritaire par rapport à l'accord de branche, parce qu'on n'est pas sur des sujets protégés par la branche, comme les classiques. D'accord. Donc, dès lors que l'accord est étendu, l'accord d'entreprise doit intégrer l'accord de branche? Non. Non plus. D'accord. Okay. Non, il peut déroger. Il peut déroger. D'accord. Donc, l'accord de branche, il s'applique aux entreprises qui ne veulent pas faire de négociation. Voilà. L'accord de branche, il a une vocation, il est vraiment là en tant que... Pour les entreprises qui ne sauraient pas négocier, les petites qui n'ont pas le temps, qui ne savent pas rédiger, enfin voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que la trame a été si rédigée. Hein. C'est qu'elle visait aussi des petites boîtes qui n'étaient pas très armées, entre guillemets. Et on visait également des entreprises qui avaient en interne des organisations syndicales, mais pour lesquelles le climat social est très tendu et qui nous avaient dit on n'arrive pas, on n'arrive à rien, on n'y arrive pas. Donc signez pour nous parce que nous, on va pas s'en dépendre. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a cet accord. Il est supplétif, c'est-à-dire si les entreprises arrivent à faire quelque chose chez elles, tant mieux. Mais pour celles qui n'y arriveraient pas pour différentes raisons, et ben voilà, on est là et vous pouvez nous utiliser. Parce qu'en plus, comme disait le maître, on n'est pas bloquant puisque une entreprise qui arriverait à négocier, elle peut négocier tout à fait autre chose. D'accord. Oui, elle peut négocier sur le maintien de rémunération, sur le périmètre d'engagement, sur l'interdiction de PSE. Voilà, elle peut revenir à la base du décret sans difficulté. Ok. Merci pour les précisions. Ce n'était pas si clair que ça pour moi. Parce oui, qu'effectivement, il y a des accords de branche qui s'imposent dès qu'ils sont étendus. Et du coup, celui-ci ne s'impose pas, en fait. Hein. Voilà, il est supplétif, c'est ce que tu as dit, Valérie. Et du coup, là, c'est l'accord de branche qui prend. C'est ce que disait Maître Auger, c'est que en fait, ça dépend du thème de négo. Il y a des thèmes de négo où on a encore, entre guillemets, en tant que branche, la primauté. Mais il n'y en a plus beaucoup. Et puis, tous les autres thèmes où c'est l'entreprise qui prime. Et là, on fait partie des thèmes où l'entreprise prime. D'accord, parfait. Bon, c'est très bien, c'est très clair. On peut effectivement prendre les questions. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Est-ce qu'on peut demander l'APLD sur 6 mois ou 1 an et refaire une nouvelle demande ensuite si la baisse d'activité continue? Oui, bien sûr. Disons que le dispositif, c'est 24 mois maximum, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Donc, on peut, au bout de 6 mois ou au bout d'un an, faire le constat que la situation est toujours dégradée et prolongée. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le décret demande à l'entreprise, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail parce que c'est fastidieux, mais demande à l'entreprise de faire un bilan et de fournir des informations et des documents pour justifier de la persistance de sa situation. Donc, il va y avoir un contrôle qui est fait par la directe et également par le CSE, puisqu'il faut mettre le CSE dans la boucle pour vérifier que vous êtes toujours éligible. Voilà. Il y avait une question sur les 40%. Ce que prévoit le décret, c'est que la réduction d'horaire de travail donc est plafonnée à moins 40%. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et peut même conduire à la suspension temporaire de l'activité. Mais elle s'apprécie sur toute la durée d'application du dispositif. Donc, si vous avez prévu un dispositif de 6 mois, ce sera sur les 6 mois, on va dire, sur un horaire moyen. Bon, moi, je regrette qu'on n'ait pas plus de précision sur ce point, hein, mais notamment pour les entreprises qui ne sont pas annualisées. Mais on comprend quand même globalement qu'on se met sur la totalité
de la durée d'application du dispositif, ce qui pour moi repose la question de qu'est-ce qui se passe quand on a choisi 24 mois. Mais bon, on ne va pas compliquer les choses, on va dire qu'on est à 40%. Ce que je ne sais pas non plus, c'est si on peut individualiser. A priori, on ne peut pas individualiser quand même, on est plutôt par secteur d'activité, hein, puisqu'on a quand même les critères antérieurs de l'activité partielle qui nous disaient bien que c'était quelque chose de collectif. Donc on reste bien sur un dispositif qui est collectif et non individuel. Moi, c'est ce que j'ai lu dans le décret que vous citiez tout à l'heure, maître, en juillet. Il me semble qu'il y avait à la fin du décret des dispositions qui disaient que certaines dispositions de l'activité partielle, entre guillemets, classique, n'étaient pas applicables au dispositif d'APLD. Et il me semble que était cité le dispositif d'individualisation. Donc, moi, en tout cas, j'avais compris que dans l'APLD, on ne pouvait pas faire d'individualisation. Oui. Ça, j'espère que c'est un point qui va être clarifié par le futur décret rectificatif pour qu'on puisse avoir vraiment des précisions. Il y a un autre point de précision qu'on peut faire qui est aussi à la fin du décret, c'est qu'on a le droit d'articuler l'activité partielle de droit commun et l'APLD. Alors, à partir du moment où on a conclu un accord d'APLD, je ne vois pas bien l'intérêt d'avoir un mix des deux, mais l'entreprise pourrait, pour certains secteurs, avoir l'activité partielle de droit commun et pour d'autres secteurs, à condition de pouvoir rentrer dans les critères, avoir de l'APLD. Ça me paraît à la marge. Si on va dans le dispositif d'APLD, ça présente, à mon avis, pas d'intérêt de conserver l'activité partielle qui est beaucoup moins bien indemnisée. Alors, la sanction est-elle inéluctable? La sanction de remboursement en cas de licenciement éco est-elle inéluctable? Si on a violé l'engagement de maintien de l'emploi pendant la durée de l'engagement, oui, la sanction, la directe va être en possibilité de prononcer la sanction. Ce que le décret dit, c'est que la directe peut alléger la sanction en tenant compte de la situation économique de l'entreprise. Autrement dit, si le remboursement met l'entreprise encore plus en difficulté, la directe peut décider d'alléger. Voilà. Mais sinon, le principe, c'est que, en effet, si on a violé l'engagement, on va avoir à rembourser. Il y avait une question sur l'accord Syntec, mais je ne le vois plus dans mon… Vous pouvez retrouver les documents rédigés de l'accord de branche. Ah, pardon. Si tu veux, tu Oui, me l'envoies, Valérie. Après, je le mettrai dans le compte rendu. Oui, bien donc, sûr. Voilà. Donc, on avait une autre question aussi sur l'APLD n'est pas rétroactive, mais ça a déjà été répondu, je crois. Si on a l'accord que fin d'année, est-ce que l'APLD peut être prise en compte à compter du 1er octobre? Ça, Stéphanie, tu disais plutôt non. C'est plutôt premier jour du mois dans lequel on reçoit l'accord, mais pas sur des mois précédents, quoi. Oui. Après, il avait été question d'une… je pense qu'il y avait une forme de naïveté. Le décret de juillet disait il faut conclure l'accord avant le 30 septembre. Comme ça, vous serez à 60%. Et si vous concluez l'accord au mois d'octobre, vous tombez à 56%. Je ne sais pas si vous aviez vu ce truc-là. Bon, ça, a priori, ça devrait être supprimé par le décret qu'on attend. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'on l'aura avant le 30 septembre. Mais bon, comme ils nous ont habitués, on l'aura peut-être le 29. Mais normalement, on restera à 60% d'allocation de… 60% d'allocation de l'employeur, même si on a signé un peu plus tard. Et ça, ce sera à suivre dans le futur décret. Je pense que nous avons une question pour Valérie, une question de Rémi, qui est plus une remarque, pas une question en fait. Donc Rémi nous dit une petite entreprise n'ayant pas souvent d'établissement, enfin elle n'en a qu'un seul en général, qui est également l'établissement principal. L'accord Syntec est extrêmement contraignant en termes de licenciement économique. Je ne vois pas bien ce qu'il amène aux petites entreprises. Alors je ne sais pas si Rémi veut utiliser sa question. Non, Rémi ne veut pas préciser la question. Donc, je ne sais pas, Valérie, si tu veux réagir. J'ai mon micro. Non, c'est juste. Excusez-moi, c'est juste que. Bonjour, Rémi Trimoulet, c'est HUS, excusez-moi. On est une trentaine de personnes. Nous, la notion d'établissement, c'est notre société, quoi. Donc, si le Syntec signe sur une notion d'établissement, moi, j'ai une partie qui travaille avec l'aéronautique, l'autre qui travaille avec de la PME, de l'ETI plutôt. Je suis là pour ma partie, évidemment, aéronautique.
Mais du coup, je suis coincé, je peux pas. Enfin, moi, l'établissement, c'est l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai beaucoup de mal avec cette notion que le Syntec est lâché sur la partie établissement, c'est pour ça que j'ai réagi. Voilà. Et donc, établissement plutôt que service, quoi. Si vous êtes organisé ça, en BU, mais que les BU sont dans le même établissement, du coup, l'accord ne permet pas de distinguer par BU. On est tout à fait là, oui. Je ne pense pas être le seul. Écoutez, oui, effectivement, d'ailleurs, on commence à avoir des questions sur qu'est-ce qu'on entend par notion d'établissement, parce qu'on n'a pas précisé non plus. Effectivement, j'entends votre point. En fait, l'idée, là, c'était plutôt pour permettre aux entreprises qui avaient différents établissements, voilà, de pouvoir s'extraire. Mais c'est vrai que pour une entreprise mono-établissement, par définition, voilà. Alors après, est-ce qu'on peut prendre le texte à la lettre, hein, parce que le texte interdit tout PSE. Or, la notion de PSE, c'est quand même une notion... Enfin, je veux dire qu'il y a une définition très stricte. Hein. Il faut avoir 50 salariés plus, licencier 10 salariés ou plus pendant une période de 30 jours. Donc, si on fait, par exemple, un licenciement éco-collectif, mais qui n'a pas la qualification de PSE, voilà, nous, on a interdit les PSE. Ok, merci de la précision, c'est important. C'est vrai que là, c'est vrai que la notion de PSE est plus difficile chez nous. Voilà, ça, je vous dis, c'est ma lecture au ras des pâquerettes. Hein. Alors après, c'est l'interprétation qui va en être faite aussi, mais ça pourrait être un contre-argument. En tout cas, pourquoi il y a cette contrepartie qui est très forte, évidemment, je le conçois, c'était pour signer un accord et surtout, c'était pour dire, en contrepartie, les petites entreprises, elles ont, comment dirais-je, un package avec une trame toute prête. Voilà. Mais on a bien conscience que cette contrepartie est importante, mais que de toute façon, s'il n'y avait pas eu ce type de contrepartie, on n'aurait pas eu un accord. Ok, merci. Où pouvons-nous trouver les documents de l'accord de branche? On les mettra dans le compte-rendu. Donc, si vous êtes bien inscrit via billet web, je vous enverrai le compte-rendu sur vos adresses email. François, vous voulez une petite précision sur l'activité globale. 40% de l'activité globale, on peut avoir certains collaborateurs entre 100% d'inactivité et d'autres à 0%, ou c'est plafonné à 40% pour chaque individu. François, si tu veux préciser ta question, parce que je vois Stéphanie qui fronce les sourcils. Tu as bien remis ma question. J'ai du mal à comprendre avec tous les chiffres que vous donnez. Grosso modo, quelle est mon incidence économique pour moi? Quelle va être la part de remboursement des gens que je mets en partiel? Et si je peux mettre que 40% des gens en chômage partiel, en activité, 40% de leur temps d'activité en temps partiel, c'est que sur ces 40% que potentiellement je serai indemnisé. Oui. Donc, si un salarié, je peux le mettre à 100% d'inactivité, c'est assez simple pour moi. Si c'est tous les salariés à 40% plus une indemnité partielle de ces 40%, mon apport, mon aide économique devient de plus en plus réduite. C'est la deuxième partie. Hein. C'est pas des salariés à 100 et des salariés à autre chose à 0. Les 40%, c'est par salarié, hein, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on est bien d'accord. Si je comprends bien, moi j'essaye de faire mon petit calcul d'aide. Quelle aide je pourrais avoir pour maintenir les emplois? D'accord. Donc, mon calcul, si je comprends bien vos propos, c'est de dire je peux mettre un certain nombre de collaborateurs à 40% en 40% d'inactivité. Un certain nombre de collaborateurs. C'est ça. Sur ces 40%, je serai indemnisé à hauteur de je ne sais pas combien. C'est-à-dire que les 60 autres %, je les paye en rémunération normale. Oui. Et parce qu'ils sont censés les travailler, les 60%, donc c'est normal de les payer. En fait, ils sont censés être travaillés, donc je les paye à 100%. Ouais. Et donc, il y a 40% de leur salaire sur lequel je suis aidé à hauteur de je ne sais pas combien, sachant que de toute façon… 90%. Je suis aidé à hauteur de 90% sur les 40% restants. C'est ça? D'accord. Oui, on pourrait… mais le salarié, il va avoir 60% et… non, le salarié a 70% et l'entreprise 60%. Donc, il y a un écart de 10%. D'accord. Il y a du brut et du net. Sachant que l'accord de branche m'amène à 75% et que du coup, moi, je serai toujours qu'à 60%. Oui. Ce n'est pas un dispositif parfait. Effectivement, ça repose la question de tout à l'heure. Je ne critique pas le système, je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre. Donc, grosso modo, moi, on est en train de dire que j'ai
60% de 40% de salaire qui sera pris en charge et qui me permettra d'avoir une petite bouffée d'oxygène. Voilà. Disons que ce dispositif, à mon sens, votre question, elle est très juste et elle est utile parce que ça repose la question de la pertinence. Voilà, mais c'est plutôt que de licencier économique. Voilà, mais c'est par rapport à mon propos de départ, vu que c'est moi qui avais posé la première question, de dire… Oui, voilà. non, mais vous avez raison. Ce dispositif, il sert aux entreprises qui ne sont pas dans une situation dégradée au point d'envisager des licenciements économiques. C'est-à-dire, vous avez une baisse d'activité, mais vous pensez que ça va revenir à échéance 6 mois, 1 an, vous avez à peu près de la visibilité. Et je sais qu'en ce moment, c'est très compliqué d'avoir de la visibilité. Beaucoup d'entreprises n'en ont pas du tout, surtout celles qui dépendent pour une large part de l'aéronautique. On nous dit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va repartir, mais pour passer effectivement le cap, c'est compliqué. Oui, sachant qu'en plus, moi, par ailleurs, j'ai maintenu 100% du salaire pour tout le monde, d'accord, parce que je trouve assez illégitime dans la prestation de délégation de service que certains aient plus leur mission, non pas parce qu'ils ont mal bossé, mais parce que l'aéronautique se casse la figure. Et par ailleurs, d'autres consultants qui sont dans d'autres secteurs, eux, maintiennent leur activité, non pas par rapport à leur compétence, mais juste parce que leurs clients continuent à facturer. Donc, c'était un peu illégitime et presque, je trouve qu'on aurait presque pu avoir des prud'hommes, entre guillemets, dans ce cadre-là, de dire certains ont 100% de leur salaire parce qu'ils ont la chance d'être au bon endroit au bon moment et d'autres n'ont pas 100%. Donc, moi, de fait, d'un point de vue moral et de risque de requalification de certaines choses, j'ai maintenu 100% du salaire de toute façon. D'accord ? Donc, si je maintiens et si je reste dans le maintien de 100%, l'aide, vous avez tout à fait raison. L'analyse que je dois faire, c'est de dire est-ce que je suis capable de passer ce trou d'air avec la petite aide qu'on me donne ou est-ce que finalement, plus fondamentalement, je dois restructurer et dire il y a une part de l'activité que je supprime définitivement. Bien. Il nous reste 5-6 minutes avant que Stéphanie ne doive nous quitter et que moi-même je ne doive vous quitter. Mais comme je l'ai dit, je peux laisser la visio tourner pour que vous puissiez continuer à échanger entre vous. Il nous reste… donc, nous avons une question de Fabrice. Du coup, y a-t-il dans le cadre d'une réduction d'activité un aménagement permettant à un salarié volontaire de se mettre à temps partiel, exemple à 50% pour 3 mois, à des conditions plus avantageuses que le temps partiel standard? Voilà, c'est la question que tu avais posée en introduction. Donc, Stéphanie nous dit non. Pour une situation individuelle, il n'y a pas de solution dans la loi. Par contre, contractuellement, vous pouvez choisir de réduire le temps de travail de ce collaborateur à mi-temps, par exemple, s'il en fait la demande, parce que le problème du mi-temps, c'est que ça descend en dessous de la durée minimale du temps partiel, qui est à 24 heures, peut-être même que dans la convention collective, elle est encore différente, je ne sais plus. Mais bon, non. Bon, donc pour être en dessous de 24 heures, il faut que le salarié justifie de contraintes personnelles qui l'empêchent de travailler 24 heures. Il n'y a pas de système d'aide pour des situations individuelles. Par contre, vous pouvez négocier avec le salarié, peut-être de majorer sa rémunération pour l'aider un petit peu, si jamais c'était la question. Et vous pouvez aussi prévoir un avenant contractuel qui dure 3 mois et qui après s'arrête. C'est tout à fait envisageable. Contractuellement, vous avez quand même de la liberté, mais vous n'aurez pas d'aide. Ça répond, Fabrice, à ta question? Oui, alors pas de chance, j'ai l'alarme qui vient de se déclencher. C'est une horreur. Ça, le bruit. Malgré mon casque, j'ai pas entendu la deuxième partie de la réponse, mais ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, on est dans du standard. Oui, votre cadre contractuel. Tu peux faire un cadre contractuel sans aide. Voilà, et qu'il n'y a de toute façon pas de solution individualisée. On est dans des choses qui doivent se faire collectivement. La réduction d'activité, elle est constatée pour l'entreprise ou un périmètre qu'on va identifier, et du coup, c'est à l'intérieur de ce périmètre qu'on doit prendre des mesures éventuelles. D'accord. Nous avons une question qui n'a pas été traitée, donc de Bast. Je ne sais pas qui est Bast, je suis désolée. Quid de la garantie de non-licenciement pour motif économique, tout motif confondu? Est-ce que vous pouvez préciser la question à l'oral? Oui, pardon, c'est Christophe de Fitinbox. Pardon, Christophe. Pas de souci. Oui, alors de ce que j'ai compris, c'est que si on se lance sur un APLD, on ne peut pas envisager, ou en tout cas, il y aura des sanctions s'il y a des licenciements pour motifs non économiques. Mais du coup, est-ce que ça concerne tous les types de licenciements? Donc, par exemple, pour insuffisance professionnelle, pour
pour faute, etc. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on ne peut pas mettre en œuvre, il y a un collaborateur qui vient nous voir et qui dit j'aimerais parler, est-ce qu'on peut envisager une rupture amiable, etc. C'est vraiment le licenciement. Alors, pour être exact, le décret vise une des causes énoncées à l'article 1233.3 du Code du travail. Donc, on est vraiment sur les causes économiques, ce qui vous laisse la possibilité, même si vous avez recouru à l'APLD, et d'ailleurs même à l'activité partielle de droit commun avec ce type d'engagement, parce que vous pouvez aussi être amené à prendre ce type d'engagement pour l'activité partielle de droit commun, ça concerne vraiment le licenciement éco. Vous pouvez faire une insuffisance professionnelle, une inaptitude, une rupture conventionnelle, un licenciement pour faute. C'est vraiment 1233.3. Ok, j'avais un doute par rapport à ça, mais merci. Ok. Bien, il est 9h28. Est-ce que vous avez le souhait de continuer à échanger entre vous pour qu'on puisse laisser Stéphanie et que moi je passe la main à quelqu'un d'autre, puisque dans ce cas-là, moi, comme je suis animatrice, je peux mettre, je ne sais pas, ça peut être, je vois Magali ou Luc qui pourraient être animateurs s'ils ont encore un petit peu de temps, sinon. Moi, je me dis que ça peut être intéressant d'échanger, y compris entre dirigeants, sur ce dilemme stratégique entre restructurer notre entreprise pour s'adapter à un volume d'affaires qu'on a maintenant et qu'on sent qui pourrait malheureusement rester durablement plus bas qu'avant, ou signer cet APLD qui, à un moment donné, peut peut-être se transformer en sorte d'épée de Damoclès. Je le présente négativement, mais je n'ai pas d'avis moi sur la question. C'est des questions qu'on se pose, donc peut-être qu'on peut continuer à échanger entre nous là-dessus. Eh bien, Luc, je te nomme animateur. Comme ça, quand moi je partirai, ce sera toi qui garderas la visio. Ça n'embêtera personne et c'est toi qui mettras fin à la visio à la fin. Ce sera juste tout en bas à droite, tu pourras écrire quitter et mettre à la fin pour tous. Voilà, ce sera très simple. Donc voilà, ça vous permet de poursuivre les discussions. Moi, je vais devoir vous quitter aussi. Donc, je remercie vraiment chaleureusement Stéphanie et Valérie parce que vous êtes fidèles, vous nous apportez vos expertises, vos regards et sur des sujets qui sont vraiment pas simples. On en a vraiment besoin. Donc, au nom de tous les adhérents de Digital 113, vraiment merci parce que ça fait au moins 3 ou 4 fois que vous intervenez avec nous, si ce n'est pas plus. C'est très, très précieux. Donc, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Avec plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Stéphanie, bonne plaidoirie, puisque c'est pour ça que tu nous quittes. Au revoir à tous. Merci. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Juste une précision, le café visio est enregistré. Si vous voulez, je peux arrêter l'enregistrement maintenant pour que les échanges que vous ayez entre vous ne soient pas diffusables. C'est peut-être plus une bonne chose à faire. Ah ben là, je ne peux pas, Luc, c'est toi qui vas pouvoir, je ne suis plus animatrice. Ah, très bien. Normalement, tout en haut, ça doit être écrit recording, tu dois avoir un petit point rouge. Et si tu cliques dessus, tu peux mettre fin à l'enregistrement. D'accord. Et ben dans ce cas, voilà. Je pense que c'est mieux pour la confidentialité des échanges qui vont s'en suivre. J'arrête l'enregistrement, comme ça on va pouvoir tout se dire. C'est ça. Bonne journée à tous et je vous envoie donc l'accord. Super. Et moi, d'ici dans la semaine, je vous enverrai le compte rendu de ce qu'on s'est dit avec les liens qui ont été cités. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci.